Avec plus de 3 700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe Coopératif Dinaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe Coopératif Dinaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied Ferme. Aujourd'hui à l'émission Le Pied Ferme, qu'est-ce que la CUMA, Luc Martin? La CUMA, pour le savoir, on va aller rencontrer des spécialistes, c'est-à-dire des agriculteurs qui utilisent le service de la CUMA et aussi un conseiller en production agricole. Pouvez-vous nous expliquer, M. Le Guédard, qu'est-ce qu'une CUMA? Premièrement, le CUMA, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Donc, le but premier, c'est de se partager du matériel agricole parmi les entreprises. Puis, l'objectif premier de la CUMA, c'est d'utiliser le matériel au moindre coût possible. C'est vraiment la notion de base à retenir en CUMA. Ce n'est pas une coopérative dont le but est de faire du profit ni de la rentabilité, c'est vraiment d'utiliser de la machinerie au moindre coût possible. OK. Quand on parle de machinerie agricole, on est pensé à croire les tracteurs, les grosses machineries. Là, vous nous parlez de matériel agricole. Quelques exemples pour démystifier? Machinerie, ça implique nécessairement un moteur. C'est que, mais il n'y a pas juste de la machinerie, on a du matériel. On peut avoir des équipements, on peut avoir des intrants, puis la machinerie, comme vous dites, on a des tracteurs, on a des épandeurs, des équipements qui sont traînés, des trucs comme ça. OK. Fait que c'est le principe de CUMA, c'est une coopérative? C'est une coopérative. Qui regroupe des gens, qui regroupe des agriculteurs uniquement ou? C'est une coopérative agricole. Tu peux avoir des membres associés qui ne sont pas agriculteurs, mais à la base, ce sont des entreprises agricoles. Okay. C'est pas c'est l'entreprise qui est membre, ce n'est pas la personne physique. On retrouve combien de CUMA du côté québécois? À l'heure actuelle, au Québec même, il y en a 65. On dit 66 parce que l'autre est en Ontario. OK. Puis ça a commencé autour des années 90 avec M. Camille Morneau. C'est une formule qui nous vient de la France. OK. Puis M. Camille Morneau avait étudié ça pendant une couple d'années, autour de fin des années 80, début 90, lors de son mémoire en développement régional. Ça l'a amené à mettre sur pied deux coopératives pilotes, qui étaient la CUMA de Saint-Fabien et la CUMA de la Rivière-du-Bic, qui sont encore très actives aujourd'hui. Okay. Puis il y a eu un gros boom de CUMA dans les années 90-2000. On a dévolué jusqu'à 71 CUMA. Dernièrement, il y en avait 67. Là, si je dis 66, parce qu'il y a eu une fusion de deux CUMA. OK. Mais ce qu'on voit, c'est que le nombre de membres augmente, mais le nombre de CUMA a tendance à stagner. Au niveau répartition territoriale, une CUMA, habituellement, va couvrir un territoire qui est en lien avec les MRC, avec des... C'est plutôt souvent au niveau d'une municipalité. Vous disiez tantôt, mais la CUMA de Saint-Fabien, la CUMA de la Rivière-du-Bic. Bic-Saint-Fabien, c'est quand même assez rapproché. Okay. Mais c'est souvent, puis si vous vous donnez une idée, au Bas-Saint-Laurent, il y a 16 CUMA. Chaudière-Appalaches, 16, il y en avait 17, puis vu qu'il y a eu une fusion, il y en a maintenant 16 aussi. Okay. Mais il y en a dans toutes les régions du Québec, sauf bien sûr l'île de Montréal puis le Grand Nord. Mais il y en a même en Abitibi, il y en a dans toutes les régions vraiment. C'est un système qui a été mis en place par M. Morneau, mais qui nous vient de la France. Oui, ça s'est surtout développé en France après la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1945. Le gouvernement a procédé à tout un remaniement de l'agriculture. Puis là, ils ont beaucoup axé sur le développement des CUMA, de sorte qu'aujourd'hui, ils ont 13 400 CUMA en France. Oh boy! Puis là-dessus, ils ont une fédération nationale des CUMA, dont il y a 11 340 CUMA qui en sont membres. Ils ont 224 600 adhérents, avec en moyenne 20 membres par CUMA. Okay. Puis un chiffre d'affaires de 464 millions d'euros. OK. Puis si on compare, nous, au Québec, c'est sûr que l'expérience est beaucoup plus jeune. On commence en 1991. Là. Puis on a maintenant 66 CUMA. C'est plus de 1730 entreprises qui sont regroupées dans plus de 950 branches d'activité. Les branches d'activité étant des regroupements, comme je vous disais, d'entreprises autour d'un même matériel. Puis ont des actifs immobilisés pour plus de 19,8 millions de dollars. C'est quand même un bon montant. Puis au niveau fonctionnement, comment ça fonctionne dans le quotidien? Le fonctionnement des branches d'activité fonctionne ainsi, c'est qu'autour d'une même branche, là, au niveau du financement, par exemple, 100 on ne finance pas à 100 c'est 80
qui est financé. Les prêts sont faits au nom de l'ACUMA. L'autre 20 est assumé par les entreprises qui sont membres de la branche. OK. Ce n'est pas 20 par entreprise, mais 20 étant répartis également entre les membres de la branche. OK. Ce qui fait que ça diminue la mise de fonds là, de 4 à 6 mettons. OK. Ce qui veut dire que les producteurs sont propriétaires de façon collective de la machinerie des... Non, ils payent, ce sont des droits d'utilisation. OK. Le propriétaire étant l'ACUMA, étant le propriétaire unique. OK. C'est sûr, c'est les entreprises qui vont décider quel type de machinerie ou quel type de matériel ils vont avoir dans leur branche d'activité, mais le matériel appartient toujours à l'ACUMA. Donc, en cas de vente ou en cas que la branche se scinde et qu'il n'y a plus d'entente, puis le retour de l'argent va toujours à l'ACUMA et non aux entreprises. Quand on parle de matériel agricole, la braquette, si on peut dire, l'éventail de machinerie ou d'équipement, ça peut... Au niveau de notre CUMA, là, ça va de la batteuse à... On a déjà eu une échographie pour les porcs. OK. Ça va jusque-là. C'est vraiment, c'est diversifié. C'est diversifié. Quand on prend, bien sûr, pour avoir la machine ou l'équipement, il faut faire l'achat. Comment on procède au niveau de l'achat et du choix? Bien, le choix se fait en gras. OK. Si le besoin, 3 ou 4 producteurs ont décidé qu'ils avaient besoin d'une telle machine, bien là, ils se réunissent, puis ils décident la machine, la marque, la grosseur, puis ils vont voir différents fournisseurs, puis ils décident, bien, c'est celle-là qu'on veut. OK. Puis une fois qu'elle est achetée, bien, il y a ce qu'on appelle une mise de fonds de 20 en partant. Fait que le 20 est donné comptant par le producteur, puis le reste, 80 est financé. La CUMA, c'est la CUMA qui achète la machine. OK. Puis après ça, fait la location au producteur. Fait que la machine n'appartient jamais au producteur. OK. C'est bien important, là. C'est le producteur, l'utilisateur va louer la machine, mais n'est jamais propriétaire. Et la location, c'est avantageux? Oui, c'est avantageux, puis ça permet de répartir les coûts sur plus d'heures, plus d'unités qu'un producteur, étant donné que, surtout que dans notre cas, petit producteur, la machinerie, on n'est pas capable de se payer une machine performante. Fait que là, à 2 ou 3, ben ça devient plus facile. Comment on s'organise dans la coop, bien sûr, pour l'utilisation des équipements agricoles? Ben, c'est fait par petits groupes. On appelle ça des branches. Une machine représente une branche. Exemple, une presse à ballon. Ça veut dire que là, il peut y avoir 2, 3, 4, 5 producteurs par branche, par machine. Et puis, dans la branche, il y a ce qu'on appelle un responsable. Alors, c'est lui qui est responsable de l'entretien. Il va à l'achat des pièces, puis aussi ce qu'on appelle la répartiteur pour l'ouvrage. Lorsqu'un producteur a besoin, il appelle le responsable de la branche, puis lui, il va dire, bien, regarde, elle va être disponible telle journée, c'est un autre qui est là, puis pourtant, puis il va l'avoir, mettons, dans 2 ou 3 jours. Vous, les interventions que vous avez à faire au niveau provincial, c'est lorsqu'il y a des problématiques ou c'est dans le développement? À la fois les deux, pour régler des problématiques puis pour le développement, parce qu'il y a des régions, si on regarde plus à l'ouest de Chaudière-Appalaches, c'est beaucoup moins développé. On parle plutôt de 3-4 CUMA par région administrative, alors qu'ici, on en a plus que 15 là, au Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches. OK. Puis si on regarde tout l'aspect de l'endettement que vous avez parlé tout à l'heure, vu que la mise de fonds est minime, le plus grand avantage concret, c'est des fermes qui se développent plus rapidement, qui ont moins d'endettement. L'avantage concret, c'est vraiment de réduire le poste qui est relié aux fermes de mécanisation. OK. C'est le plus grand avantage. Puis aussi, il y a tous les côtés humains qui se développent avec ça, les échanges, l'entraide qu'on peut avoir, l'échange de méthodes de fonctionnement, etc. Outre les coûts et la qualité des matériaux prêtés, c'est quoi les autres avantages d'être membre de la CUMA? Bien, on travaille plus avec les autres producteurs, ce qu'on ne faisait pas avant. Des fois, on les connaissait, les producteurs, mais là, on travaille avec eux autres. Hein. Puis souvent, c'est un partage d'expérience puis de connaissances qui se fait plus qu'avant, on faisait moins. Des fois, on se rencontrait au garage, on parlait de toutes sortes d'affaires, mais là, vraiment, on est plus proche au niveau technique. Puis là, vous faites des affaires ensemble, indirectement. On fait des affaires ensemble. OK. Vous dites que ça va mieux. Est-ce qu'au fil du temps, la CUMA a dû s'adapter parce que, justement, il y a des fermes qui ont grossi avec le temps ou les besoins ont changé? Est-ce que vous avez vu un changement à travers les années? Oui, c'est sûr qu'au fil des années, il y a des producteurs qui, souvent, l'orientation change de production.
passe, mettons, du lait aux céréales. Fait que là, il faut s'adapter. Des fois, il faut changer des machines parce qu'ils sont trop petites. On fait plus d'unités, plus d'ancrage. Il faut s'adapter. Il y a des producteurs qui veulent laisser parce qu'ils n'ont plus besoin des machines. Fait qu'il faut que ce soit les autres producteurs qui prennent la responsabilité des engagements. Le problème qui est le plus souvent rencontré au niveau humain, parce qu'ils ont à collaborer et à se concerter. Le plus gros problème, c'est, je dirais, c'est la communication. Tant qu'il n'y a pas de communication, c'est de là que découlent tous les problèmes. S'il arrive un petit pépin, il faut que ça se sache tout de suite, il faut qu'on le règle sur le champ. Ça prend énormément de communication, il faut être ouvert au compromis, c'est sûr et certain. Il faut respecter les ordres de priorité qui sont établis. On ne peut pas arriver et toujours être prioritaire, et il faut être ouvert au compromis, ça c'est sûr et certain. Parce que la saison de récolte, si on parle du foin, elle est courte, il fait beau pour tout le monde en même temps, mais il pleut pour tout le monde en même temps. Effectivement, mais c'est avec le temps et avec le nombre de cumos, puis si on regarde, la plupart des cumos ont toutes des presses à balles, puis ils sont tous équipés pour faire du foin. Il y en a même qui travaillent en chantier. Donc, c'est pas quelque chose qui est impossible avec une bonne planification. Là. On parle de machinerie, bien sûr, il peut y avoir des bris qui surviennent dans la saison d'activité. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Bien, pour chaque machine, il y a un responsable dans chaque branche, un responsable de branche, qui lui est responsable de l'entretien général puis de la vérification, qui fait aussi le lien avec le conseil d'administration, qui chapeaute un peu toute la CUMA. Okay. Puis c'est sûr qu'il y a un carnet de bord pour chacune des machineries où on note l'entretien. S'il y a des réparations qui sont faisables par l'entrepreneur lui-même, bien, il peut faire la réparation directement dans le champ, comme on peut dire, là, un tarif souvent qui va être établi par le conseil d'administration. Okay. Sinon, si c'est une plus grosse réparation, bien, il y a toute une procédure établie selon les contrats. Puis, ils vont faire appel au concessionnaire, puis là, normalement, ils devraient se garder théoriquement une petite marge de manœuvre là, tant qu'ils prennent sur les factures. Pour être capable de parer aux réparations. Sinon, c'est vraiment une grosse réparation. Ça peut arriver que les producteurs aient à débourser de leur poche. La Financière agricole du Québec est une organisation de première ligne dans le développement du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. La Financière agricole du Québec, 1-800-749-3646. Depuis 1982, la MRC de Kamouraska favorise le développement local et le soutien à l'entrepreneuriat sur son territoire. La MRC de Kamouraska, fier partenaire de l'émission Le Pied Ferme, 418-492-1660. La Financière agricole est fière de commanditer cette capsule vétérinaire. Nos solutions d'affaires, tant en financement qu'en assurance et en protection du revenu, assurent le développement et l'avenir des entreprises agricoles d'ici. 1-800-749-3646. On parle d'échographie. Oui, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on a des appareils échographie. Parce qu'avant, il y a, mettons, 10 ou 15 ou 20 ans, on faisait beaucoup de reproduction, mais la reproduction, on le faisait avec le bras seulement puis la palpation. C'est-à-dire que la façon dont on procède, on pénètre le rectum, on va aller toucher les organes internes, puis avec le toucher, on peut sentir l'utérus, on peut sentir les ovaires, puis les structures sur les ovaires, mais on ne les voit pas. Tandis qu'avec l'échographie, on a deux avantages. C'est de voir les structures à l'intérieur, comprendre mieux ce qui se passe, mais en même temps, ne pas faire d'erreur, comme on pouvait faire avec la main. Un exemple de ça, c'est que sans expliquer quelles sont les structures, on a des corps jaunes et des follicules. Parfois, à la palpation, on pouvait mélanger un follicule avec un corps jaune, puis à ce moment-là, quand on a vu à l'écho, on ne peut pas se tromper. L'image est différente, mais à la palpation, parfois, c'est très semblable. Donc, beaucoup moins d'erreurs à l'échographie. Deuxième chose, on peut faire des diagnostics de gestation, c'est-à-dire déterminer si la vache est gestante, beaucoup plus tôt à l'échographie. On peut commencer à 25 jours. À la main, c'était difficile avant 35-40... C'était impossible avant 35-40 jours. Fait que ça permet d'avoir un diagnostic de gestation plus hâtif, ce qui est important pour l'éleveur. Je vais vous montrer les deux types d'appareils d'échographie qu'on utilise encore. Il y a un appareil qui est sur table, relativement volumineux, avec un écran cathodique, c'est-à-dire un écran relativement profond. Donc, impensable de l'utiliser de façon portable. Les appareils qu'on utilisait étaient tous comme ça antérieurement. Maintenant, on utilise beaucoup plus des appareils portables qui sont plus petits que des écrans, comme des écrans d'ordinateur, et qui permettent de les porter sur soi. Je vais vous le montrer tout à l'heure quand je vais le porter.
et qui permet d'aller dans des étables où les vaches ne sont pas attachées et on se promène à travers les vaches. Fait que c'est impensable de traîner un chariot comme ça dans une stabulation libre où les vaches sont en liberté. Fait qu'on l'a sur soi. On peut même l'utiliser à l'extérieur, ce qui fait que c'est pratique. Puis la tendance est beaucoup plus vers ce genre d'appareil-là maintenant. Ceux-là sont appelés à disparaître pour la reproduction, mais à être utilisés quand même pour l'examen de d'autres structures. La première chose qu'on fait, on va pénétrer avec un gant et un lubrifiant, on va pénétrer le rectum. Le rectum, il est tout juste au-dessus de l'utérus, l'appareil génital. Donc, à ce moment-là, ça nous permet d'aller palper et de placer la sonde pour bien voir les structures. Donc, évidemment, il faut vider, mais elle, ça va bien, elle s'est vidée déjà d'avance. Régent l'a préparé. Là, déjà, j'ai senti la gestation. Vous savez, à la main, on peut palper des choses. J'ai senti la cône gauche qui était gestante. Sans l'avoir manipulé beaucoup, j'ai senti sa dilatation. Cette vache-là est censée avoir autour de 60 jours de gestation. OK. Là, au préalable, vu qu'on introduit la sonde au niveau rectal, on protège, bien sûr, avec... Avec un gant pour, justement, éviter le transfert de... Vous voyez, là, je suis en train de... Je vois le veau. On voit le veau ici, là. On voit son cordon ombilical en partie. Tu peux repeser sur le... On peut le déplacer. On voit le cordon... Vous voyez, le cordon ombilical, il est ici, là. Et là, à ce moment-là, je peux aller voir si c'est un mâle ou une femelle. Pour l'instant, ça ne semble pas être un mâle. J'essaie de voir à la queue maintenant. Ouais, c'est... On a l'arrière-train, si on peut dire, oui, l'arrière-train, c'est ça, là. Là, je déplace la sonde. C'est pas toujours facile quand il bouge, là. Puis une fois que j'aurai vu le veau s'il est vivant, je vais aller voir ses structures ovariennes. Là, je vois le corps jaune qui est du côté de la cône gauche. Donc, un corps jaune, c'est un corps jaune qui sécrète de la progestérone, une structure sécrétant la progestérone qui maintient la gestation. Fait que donc, un corps jaune. Parfois, on va aller voir l'autre ovaire aussi parce qu'on peut avoir des surprises. D'avoir, par exemple, 2 corps jaunes. Puis à ce moment-là, 2 corps jaunes peuvent avoir 2 ovulations. 2 ovulations, 2 veaux. Fait que les éleveurs aiment bien savoir si les vaches sont gestantes d'un seul ou de 2 veaux. Mais il n'y a pas de corps jaune de l'autre côté. Vous êtes responsable d'une machine dans une branche. Oui. Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne exactement? Bien, d'être responsable, c'est s'occuper de l'entretien, s'occuper que la machine soit en bon état, fonctionnelle. S'il y a des pièces à commander, c'est le responsable qui s'en occupe. Puis, les gens font affaire avec le responsable pour, un peu comme Bruno expliquait tout à l'heure, responsable pour s'occuper, pour avoir la machine. Puis combien de temps on va avoir la machine aussi. Okay. C'est bien important. Si on prend la machine puis on ne l'utilise pas, il y a d'autres producteurs qui attendent après, ça fait des mécontents. Fait que je pense que le responsable, son travail, c'est de s'occuper que la machine, quand elle est chez un producteur, elle fonctionne. Si elle est en mauvais état ou quoi que ce soit, bien, c'est le responsable qui se doit de vérifier. OK. C'est sa responsabilité. Puis quand on parle, la machine, exemple, aller chez un autre producteur qui est membre de la branche, est-ce que c'est vous qui devez vous déplacer pour faire l'entretien quotidien, le graissage? Non. Ça devient... On dit souvent, quand la machine est chez moi, c'est à moi. Quand elle est chez eux, c'est à lui. Sauf s'il y a pièce, s'il y a bris, souvent, il va appeler le responsable. On ne parle pas d'une simple petite réparation. On parle d'une réparation majeure. Là, le responsable est appelé. Et quand c'est trop onéreux, la branche est appelée. OK. Pour... il y a des montants d'argent à donner, à passer. Fait que c'est important que tout le monde sache combien ça coûte. C'est comme louer une auto, c'est la même chose. Je veux dire, il faut savoir où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, puis comment ça fonctionne. Est-ce que ça demande énormément de votre temps d'être responsable ou vous avez encore le temps de faire vos choses? Bien, si j'étais seul sur la machine, c'est le même entretien. La seule chose, c'est que quand c'est avec quelqu'un d'autre, oui, il y a peut-être quelques thèmes, mais c'est minime. Parce que souvent, le temps nous est redonné par une autre ferme aussi. OK. Parce qu'on n'est pas responsable de toutes les machines. C'est ça. Il y a d'autres machines, c'est d'autres responsables. Et puis, on fait affaire avec ces gens-là. Ça fait que c'est du donnant-donnant. Ça s'entrecroise. Mais pas par les mêmes machines, mais par d'autres machines. OK. C'est là que ça devient, comme on dit, chacun sa responsabilité.
Et en tant que producteur, est-ce que depuis peut-être 1996, vous avez vu une différence avec le fonctionnement de l'ACUMA? Oui, c'est sûr. Comme on disait, c'est que l'ACUMA, le modèle des fermes a changé, les producteurs ont changé, la vision des producteurs a changé, les machines ont changé. C'est des ajustements quotidiens. Et puis, la journée qu'on arrête de se parler, c'est là que les problèmes commencent à arriver. Ça fait que c'est de la discussion constante, puis de dire les vraies choses dans le bon temps. OK. De ne pas les accumuler. Vous avez parlé d'assurance pour les machines. Oui. Tout ce qui est sécurité lors de l'utilisation et des gens qui gravitent autour des machines, Oui. comment on travaille avec ça pour éviter les accidents ou les incidents? Bien, moi, la plupart du temps, les machines dans lesquelles je suis responsable, je donne toujours l'information, soit au chauffeur, soit au producteur, de faire attention, mais on ne fait jamais assez attention, de ne jamais enlever des gardes de sécurité, des goupilles d'attelage, toujours avec des barrures, constamment. C'est des choses qu'on voit fonctionner les producteurs. Puis là, on le dit, là on parle. Parce que s'il arrivait quelque chose, bien, c'est un petit peu sur son épaule que ça va appuyer, pas sur celle des autres. Fait que la sécurité, c'est la sienne aussi. Mais ici, à la ferme, bien, nous, on a des normes, on a des distances, on a des façons de faire. Il y a beaucoup de choses. Au niveau sécurité, je sais de quoi je parle, là, parce que ça fait des années qu'on en fait. Puis on a participé à beaucoup de concours, pas pour gagner, mais pour apprendre aussi. On a appris beaucoup des autres, pas juste de ce qu'on fait. Des autres aussi, ce que les autres font comme sécurité, c'est bien important. Pourquoi un producteur peut être intéressé à faire partie de l'ACUMA? Ah, parce que moi, je trouve qu'il y a un engouement. C'est vraiment intéressant. Je veux dire, on apprend à connaître du monde, à partager des idées. Et souvent, c'est pas juste une machine qu'on va partager. On va partager un cultivar, on va partager une technique, on va partager autre chose. Ça fait partie aussi d'évolution d'une entreprise. Souvent, il y a un producteur qui va dire « Je suis allé à une telle réunion, il s'est passé telle chose. » Bien, si on ne se parle jamais, bien, ces choses-là ne reviennent pas. Fait que c'est à se parler comme ça. On a, je dirais pas des nouvelles, mais on a des contacts, on a des façons de faire. On est avec une moissonneuse-batteuse, puis l'opérateur, souvent, on dit « Lequel qui a le mieux réussi cette année? Un tel, il a semé telle variété dans telles conditions. » Ah, ça devient intéressant. C'est ça aussi, c'est un partage de regroupement d'idées et de façons de faire. De là, l'importance de se réunir annuellement, minimalement, puis d'échanger. Normalement, on dit une réunion ou deux par année par machine. OK. Et c'est pas facile quand on est plusieurs, parce qu'il faut regrouper 5-6 fermes en même temps, même place. OK. Les mêmes idées, les mêmes choses. C'est vraiment pas facile. Plus les groupes sont petits, il y a beaucoup de machines qui sont à 2 ou à 3. On fait ça sur le bord d'une clôture, on fait ça dans le bord du champ. Les gens sont là, la réunion est faite, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Je veux dire, on dit les vraies choses. Puis souvent, il y a des machines qui sont pas appelées à se briser souvent. Mais par contre, il faut parler quand même. Tu fais combien d'ancrage cette année? Tu fais combien de balles cette année? Tu fais combien d'heures? Fait que c'est ces choses-là qu'il faut discuter. Puis savoir aussi les orientations de chaque ferme. Où est-ce qu'il s'en va dans son futur? Des gens qui ont de la relève, qui ne prennent pas d'expansion, des gens qui ont de la relève, qui prennent beaucoup d'expansion. C'est ça qui est important de savoir aussi. Quelqu'un qui écoute l'émission aujourd'hui, qui n'est pas producteur agricole et qui serait tenté de collaborer ou de s'impliquer, d'avoir des droits justement dans une ACUMA pour une machinerie en particulier, quel est le fonctionnement qui a à faire, les démarches? C'est ce qu'on appelle, c'est un membre associé, mais premièrement, il faut qu'il soit accepté par le conseil d'administration. Il faut qu'il y ait un intérêt envers la coopérative. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un intérêt pour utiliser le service, mettons, d'une machinerie, exemple. Dans ce cas-là, on peut voir ça souvent pour des débroussailleuses. OK. Ça peut arriver qu'on va avoir des membres associés pour une branche débroussailleuse. Fait qu'on parle d'utilisation en groupe, mais est-ce qu'il y a lieu, dans certains cas, d'aller offrir des services à des producteurs qui ne sont pas membres de l'ACUMA, ou bien? Ça peut arriver, c'est pas le but de l'ACUMA. D'aller faire du forfait, c'est pas le but de l'ACUMA. OK. Oui, on peut y aller. Mettons, un producteur serait intéressé par l'ACUMA, mais il n'est pas sûr encore. Il peut dire, bien, regarde, un an, je vais essayer l'ACUMA. Puis si je vois que je suis à l'aise là-dedans, bien, une autre année, je vais m'intégrer. Mais pour faire du forfait année après année, là, c'est pas la base de l'ACUMA. Oui, on a déjà fait, là, mais... Pour dépanner ou rendre service? Oui, c'est ça. C'est pas pour faire de l'argent. Est-ce que l'ACUMA est là pour rester? L'ACUMA, je pense qu'elle est là pour rester. Ça fait partie
l'agriculture a un peu de l'avenir, si je peux dire. Puis même si on voit que ça a stagné un peu au niveau du nombre de CUMA, le nombre d'entreprises membres continue toujours d'augmenter. Puis là, ce qu'on voit, c'est la relève qui prend la relève des entreprises, qui prend la relève aussi des conseils d'administration, puis la relève des CUMA. Puis dans certains cas, ça redynamise beaucoup. Parce qu'il faut dire, des fois, après une trentaine d'années, on commence à être un peu soufflé. Ça fait du renouveau avec les jeunes, ça redynamise beaucoup. On peut s'entendre que l'avènement des CUMA au Québec a été très bénéfique pour l'ensemble des agriculteurs. Quel serait le bon coup à venir qui serait à développer selon vous? Pour l'ensemble, ça serait encore de développer encore plus de CUMA. Moi, je dirais plus du côté, plus dans l'ouest de la province. OK. Ça serait une très bonne chose. Mis à part la CUMA, il existe aussi la CUMO. Cela désigne la coopérative d'utilisation de main-d'œuvre. La CUMO est une association coopérative qui a pour finalité exclusive de mettre à la disposition des membres ou entreprises agricoles un ou plusieurs employés. La CUMO accorde une plus grande flexibilité aux entreprises agricoles membres tout en conciliant les exigences de stabilité des emplois agricoles. Il y a diverses raisons pour adhérer à une CUMO, mais les principales sont de regrouper les entreprises intéressées, créer des emplois permanents en agriculture et offrir un service de proximité. La CUMO se retrouve principalement dans les régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent. Donc, cette émission sur la CUMA vous a donné certainement beaucoup d'informations sur le fonctionnement. Si jamais il y a des auditeurs qui ont besoin de plus ample information ou de détails, il est possible de communiquer avec le répondant provincial du MAPAC à Rimouski. Avec plus de 3700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe coopératif d'Inaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe coopératif d'Inaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied Ferme. La Financière agricole du Québec est une organisation de première ligne dans le développement du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. La Financière agricole du Québec, 1-800-749-3646.